Une entreprise locale a créé un kit pour transformer votre voiture essence ou diesel en véhicule GPL et le vend même dans toute la France. On vous explique comment ça marche. Après le mondial féminin de football en 2019, le Stade des Alpes reçoit de nouveau des filles sur sa pelouse avec un match de D3 féminine. GF38 Montpellier, ce sera dimanche après-midi. Et puis avec l'avocat pénaliste au barreau de Grenoble, Arnaud Lévy-Soussan, on reviendra sur l'assassinat de Jean-Pierre Maldera cette semaine et sur l'évolution du banditisme ces dernières années dans l'agglo. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 14 mars 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Comment avoir un véhicule moins polluant et passer de critère 3, voire plus, à critère 1 ? C'est peut-être ce que beaucoup d'automobilistes se disent et en attendant une solution et espérer passer entre les gouttes des nouvelles applications de la ZFE dans la métropole de Grenoble. Si vous ne pouvez pas vous passer de votre véhicule, mais que vous ne souhaitez pas vous tourner vers le neuf, il est néanmoins possible de transformer votre véhicule essence ou diesel en GPL et d'obtenir ainsi la fameuse pastille critère 1, un système développé par l'entreprise Borel, installée à Gières. Gaëtan Loiseau. Passer d'un critère 3, 4 ou même 5 à un critère 1. C'est possible en convertissant votre véhicule au gaz de pétrole liquéfié, le GPL. C'est d'ailleurs ce que propose l'entreprise Borel située à Saint-Martin-d'Air. J'ai fait la transformation sur ma Mi 7 parce qu'elle est de 2005 et qu'à la base elle était donc critère 3, ce qui fait que grâce au GPL elle est passée en critère 1. Je l'ai fait aussi parce que c'est économique, c'est 1 euro le litre, donc forcément à la pompe ça se ressent. Et je fais quand même quasiment le même nombre de kilomètres qu'avec mon plein d'essence, donc c'est cool. Une conversion qui permet d'éviter de changer de véhicule, car depuis le 1er janvier 2025, il est interdit de rouler dans certaines communes de l'agglomération grenobloise avec une voiture de critère 3 ou plus. Donc c'est à peu près 3 000 € pour installer une voiture au GPL sur un moteur, on appelle ça 4 cylindres, et 4 cylindres ça représente une très grande majorité des voitures. Un coût qui peut être amorti par les aides de la métro, jusqu'à dans certains cas une prise en charge totale. Mais aujourd'hui, l'entreprise équipe surtout des voitures neuves. On vend une centaine de véhicules neufs par an parce qu'en fait on vend à l'échelle nationale. Par contre la transformation forcément c'est à l'échelle locale puisqu'on ne va pas demander à quelqu'un de venir de Paris pour faire équiper sa voiture ici. Pour ça en fait on a un réseau de professionnels dans toute la France avec qui on travaille et à qui on vend des kits. Mais dans les faits, que faut-il modifier pour convertir sa voiture au GPL ? Donc à l'avant, on va avoir un vapodétendeur qui permet de vaporiser le gaz qui était stocké en liquide à l'arrière. Ce vapodétendeur va ensuite alimenter une rampe d'injecteur, donc ici, qui va ensuite injecter le carburant dans le moteur. Donc nous, on prend la place de la roue de secours pour installer notre réservoir. Donc là, il est à l'intérieur et si vous voulez regarder à côté, sur certains autres véhicules, il se trouve dessous. Borel propose aussi des conversions au GNV et à l'éthanol, mais attention, ce dernier ne vous permettra pas d'avoir la pastille critère 1. Et quel que soit votre critère, rejoindre la 480 en direction de Sisteron ou Gap depuis la Rocade Sud va se compliquer à partir de lundi. Dans le cadre du vaste chantier de réaménagement de l'échangeur du Rondeau, la bretelle qui relie les deux axes va être fermée pour un peu plus de 2 mois. Un mal nécessaire pour pouvoir finir dans les temps la tranchée couverte de 290 mètres de long qui se trouve à proximité. 2 itinéraires sont conseillés, partir en direction de Lyon et faire demi-tour au pont de Catane ou partir vers le cours Jean Jaurès pour remonter vers Pont-de-Clé. Et pour ceux qui souhaiteraient se rendre vers les stations de Loison, la sortie vers Hébin, puis le passage par Visil est recommandé. Une fermeture qui pourrait aussi avoir des conséquences en cascade, surtout le trafic dans l'agglo. Quant à la ligne de bus C6, elle ne circulera pas entre Le Prisme et Grand Place. Un peu plus de 7 mois après l'éboulement d'une partie de la montagne à La Rivière, au-dessus de la RD 1532, à quelques kilomètres de Vinay, le département de l'Isère, maître d'ouvrage, annonce que des études pour le tracé d'une nouvelle route vont être lancées. Le 25 juillet, 1 million de mètres cubes de roches s'étaient écroulés et 80 000 mètres cubes de rochers seraient encore susceptibles de tomber. Le tracé de la nouvelle route sera complexe entre les risques d'inondation liés au lit de l'Isère, la falaise, la volonté de limiter la consommation d'espaces agricoles et les impacts environnementaux. Une concertation publique sera organisée dans le courant de cette année.
Plusieurs chauffeurs ou contrôleurs de MTAG, dont les patronymes sont à consonance maghrébine, victimes de racisme et d'islamophobie ces dernières semaines. Il y a 2 mois, l'un d'eux a reçu une oreille de cochon dans sa boîte aux lettres du dépôt des Bains. Et ce mercredi, également dans sa boîte professionnelle, un autre a découvert 2 tranches de saucisson, un drapeau français et un mot écrit à la main, dehors à mort, avec le dessin d'une croix gammée. La CGT demande un registre dans chaque dépôt pour que les salariés qui se sentent victimes puissent l'exprimer, comme les agents concernés. MTAG a également décidé de porter plainte. Jeudi, à l'issue de 3 jours de procès, le tribunal pour enfants de Bourgoin-Jallieu a reconnu l'altération du discernement de Valentin et a condamné le jeune homme de 17 ans à 12 ans d'emprisonnement et 7 années de suivi socio-judiciaire. Il y a un peu plus de 2 ans, à Châteauvillain, dans le Nord-Isère, il avait assassiné ses parents de plusieurs coups de feu, mis le feu à sa maison avant de prendre la fuite à bord de la voiture familiale. Sans haine ni colère, les frères et sœurs du jeune homme ont continué à l'assurer de leur soutien familial. Qui remportera la 38e Pierramenta, la plus célèbre course de ski alpinisme au monde, que vous êtes nombreux à suivre depuis jeudi, en direct ou pas, sur Télé Grenoble. La dernière étape, c'est samedi matin, certainement à partir de 7h-38h, mais la météo peut jouer les troubles faits. Chez les hommes, les locaux d'Arèche Beaufort, William Bon-Mardion et Xavier Gachet sont toujours en tête, malgré les tentatives appuyées du Grenoblois Samuel Eki, associé à Matteo Jacquemou. Et chez les femmes, Axel Gachet-Mollaret et Lorna Bonnel survolent toujours la compétition. Et c'était même à partir de mercredi. Les femmes dans la même cour que les hommes. Dimanche à 14h30, l'équipe féminine du GF 38 rencontrera Montpellier HSC pour un match de championnat de division 3. Dans le sillage mondial de la journée de la femme, le 8 mars, une belle occasion de promouvoir l'égalité, le respect et d'œuvrer à ce que chaque femme trouve sa place. Sur tous les terrains, dans tous les domaines. La seule chose qui change, c'est qu'on a un petit peu plus de boulot dans l'organisation de l'événement parce qu'il y a un peu plus de détails techniques à gérer. Mais sinon, on a fait une semaine classique en termes de séances d'entraînement. Il n'y a rien de spécial dans les attitudes, donc il n'y a pas besoin. S'il y avait du stress, des choses comme ça, peut-être qu'on en aurait parlé. Mais là, c'est plutôt détendu comme d'habitude, avec des sourires, de la bonne humeur. Forcément, c'est l'occasion peut-être de montrer un beau visage pour peut-être avoir un peu plus de monde qui suit sur la fin de saison. Donc le pari, il est un peu là aussi pour nous. On est un peu comme le coach parce que finalement, nous, on a nos vies la semaine, donc on n'a pas forcément le temps, entre guillemets, d'y penser. Mais comme chaque semaine, on travaille pour avoir un match le dimanche. Et là, en particulier, on va jouer au Stade des Alpes, donc on est un peu plus content que les autres week-ends, mais pareil, on ne change pas les habitudes. Peut-être au niveau de la motivation, et ça pourra un peu plus nous pousser dans le match. On ne réalise pas forcément encore, je pense qu'on réalisera sur le moment. C'est sûr que là, en plus, on a toutes nos familles qui vont venir, les proches aussi. Donc je pense que c'est plus une pression positive qu'une pression négative. Et pour venir encourager les filles du GF, un prix unique des places a été fixé à 5 €. Depuis quelques mois, ce sont les règlements de compte liés au trafic de drogue qui revenaient régulièrement dans l'actualité grenobloise. Des victimes inconnues du grand public, mais bien connues des services de police. Et puis mercredi, c'est le nom de Jean-Pierre Maldera, figure du milieu des années 80-90, qui a refait surface. Le septuagénaire a été assassiné de façon spectaculaire en milieu de matinée sur l'autoroute A41. D'abord visé par des tirs, puis percuté par la voiture de ses assaillants. C'est le parquet de Lyon qui est saisi de l'enquête. Suite à cette fusillade, la police a lancé un appel à témoins et la préfecture, pour ces mêmes témoins, a ouvert une cellule psychologique. Pour revenir sur cette affaire et parler de l'évolution de ces dernières années dans la grande délinquance sur le territoire, je reçois un avocat pénaliste du barreau de Grenoble qui côtoie ces situations de près. Bonsoir Arnaud Lévy-Soussan. Bonsoir. Quand vous avez appris le meurtre de Jean-Pierre Maldera, quelle a été votre réaction? Vous étiez surpris? Alors il y a d'un côté la réaction du citoyen qui, je pense, comme tous les citoyens de l'agglomération, est choqué par la violence de ce qui s'est produit. Et puis de l'autre côté, il y a la réaction de l'avocat, c'est-à-dire le professionnel que je suis, qui connaît la victime, qui a été confronté à certaines procédures le concernant ou concernant d'autres membres de sa famille. Je ne vais évidemment pas m'exprimer sur ce qui s'est passé ni sur les autres procédures. En revanche, je constate qu'à
à travers ces faits, d'une certaine manière, c'est une page du banditisme grenoblois qui se tourne parce que la personne qui est décédée, M. Maldera, c'est une personne que, dans le milieu professionnel que je côtoie, c'est-à-dire le milieu judiciaire, tout le monde connaissait depuis de nombreuses années, notamment le milieu des années 90. Oui, quand vous avez prêté serment à la fin des années 90, c'était la figure... Effectivement, au siècle dernier, c'est un nom qui revenait encore fréquemment, qui était fréquemment évoqué. Alors, il y a concrètement la légende qu'on pouvait, si on peut utiliser cette expression, la légende qu'on pouvait avoir autour de cette personne et des membres de son entourage. Après, effectivement, concrètement, du point de vue purement judiciaire, en tout cas, à partir du début des années 2000, il n'y a pas eu forcément de gros procès retentissants le concernant. Une procédure essentiellement qui a été annulée par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon. Justement, vous pouvez peut-être nous en dire 2 mots, parce que pour les néophytes, ça peut être un petit peu compliqué. Il avait donc échappé à une condamnation dans une affaire d'extorsion de fonds qui aurait pu le mettre plusieurs années derrière les barreaux, parce que donc la procédure avait été annulée, ce qui avait fait grand bruit à l'époque. Vous pouvez rapidement nous réexpliquer tout ça? Alors, c'est une procédure qui n'a pas été annulée que concernant M. Maldera. C'est une procédure qui a été annulée concernant l'ensemble des protagonistes de l'affaire. Ça résulte d'une erreur élémentaire qui a été commise par le magistrat instructeur. Alors parfois on parle d'argutie juridique et on dit que les avocats utilisent les arguties juridiques. Là, dans le cas présent, c'est vraiment une erreur énorme qui a été commise par le juge d'instruction. Le juge Luc Fontaine, c'est ça. Donc je ne vais pas forcément entrer dans le détail juridique parce que ce serait un peu long et un peu compliqué, mais en tout cas, ce magistrat-là a commis une erreur en début de procédure, une erreur qui n'était pas régularisable. Et donc la conséquence, ça a été d'une part la remise en liberté de toutes les personnes concernées dans cette affaire et puis d'autre part l'annulation de l'ensemble des poursuites. Alors on dit que Jean-Pierre Maldera, il était vulgairement parlant rangé des voitures depuis quelques années. Est-ce que le départ de cette famille des affaires a permis évidemment à d'autres groupes de s'installer, de prendre plusieurs marchés, ou ça s'est passé en matière de délinquance? La nature a horreur du vide, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne se retire pour beaucoup de raisons possibles, soit parce qu'elle fait le choix de se retirer, soit parce qu'elle décède, soit parce qu'elle se retrouve incarcérée, eh bien, il y a forcément d'autres personnes dans ce milieu de la délinquance qui vont prendre le relais. Là, à partir du début des années 2000, c'est aussi un autre type de délinquance liée à un autre type d'activité délictuelle. C'est-à-dire qu'à l'époque des frères Maldera, c'est-à-dire dans les années 80, dans les années 90, ce groupe-là était suspecté pour des infractions en lien avec à la fois les faits de vol, à la fois les faits de proxénétisme, à la fois les faits de raquette. En tout cas, ce sont pour ces infractions-là que ces personnes-là étaient poursuivies. À partir des années 2000, c'est essentiellement des infractions qui sont liées aux stupéfiants parce que l'argent résultant des stupéfiants, c'est une manne financière considérable et donc les autres activités délictuelles sont passées au deuxième plan et donc on a un autre type de délinquant qui a vu le jour lié à ce trafic de stupéfiants qui s'est développé dans l'agglomération grenobloise avec des modes de résolution des conflits qui sont différents, avec des passages à l'acte qui sont différents et avec aussi une manière de tenir le milieu, comme on dit, qui est forcément différente. Oui, alors justement, vous parliez de violence sur le meurtre de Jean-Pierre Maldera cette semaine, mais les dernières démonstrations de violence qu'on a vues ces derniers mois dans l'agglomération grenobloise n'ont rien à envier à ça. Il y a une escalade. Alors, je ne sais pas si on peut différencier les choses en termes de dangerosité. Je pense qu'à l'époque, dans les années 80 et 90, il y avait déjà des règlements de compte. Je pense que ce qui change, c'est qu'on a une détermination à utiliser les armes de façon peut-être moins réfléchie qu'à une certaine époque. C'est-à-dire je ne sais pas si on peut dire qu'un règlement de compte peut être fait de manière propre, mais en tout cas, c'est la personne ciblée qui était touchée. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on a des attaques qui sont effectuées, des attaques parfois sur des points de deal, avec forcément un message qui est passé à la partie adverse, et on a des personnes qui peuvent mourir qui ne sont pas nécessairement les personnes qui sont directement concernées par ce trafic-là. Ça peut être les vendeurs, ça peut être aussi des victimes collatérales. Et la deuxième différence, c'est que
à une époque, lorsqu'on était dans le milieu de la délinquance, on faisait en sorte d'essayer de passer sous les radars. Là, on a affaire à des groupes qui vont même revendiquer leur puissance, qui même maintenant vont utiliser les réseaux sociaux pour revendiquer leur puissance. Et puis on a surtout des groupes qui sont très mobiles. On a un milieu qui n'est pas tenu, c'est-à-dire qu'on a des lieux de revente qui peuvent passer d'une main à l'autre du jour au lendemain. À partir du moment où une procédure arrive, que des gens partent en prison, on en profite de l'autre côté pour essayer de récupérer sur les points de deal. Ça crée une instabilité, et l'instabilité, c'est directement en lien avec une violence qui est une violence plus importante. Sans forcément, évidemment, parler des affaires en cours qui vous concernent, ça change vos conditions de travail, cette évolution aussi ? Ce qui change, c'est la relation que nous avons avec les personnes concernées. C'est-à-dire que on ne traite pas de la même manière, on n'a pas le même relationnel avec un certain type de délinquants à l'ancienne, comme on dirait, plutôt qu'avec la nouvelle génération. Après, ce sont aux avocats de s'adapter à ce type de clientèle. Mais un délinquant reste un délinquant. Et puis nous, on essaie de s'adapter aussi à ces nouveaux codes dans le cadre de notre exercice professionnel. Alors, vous l'avez évoqué, Jean-Pierre Meldera avait un frère, Robert, disparu en 2015. Un homme qui n'était visiblement pas la personne concernée avait été tué dans le cimetière de Fontaine. L'affaire est toujours en cours. Et vous êtes le conseil d'un des suspects ? Alors, sur cette affaire, je ne vais pas pouvoir m'exprimer parce que je suis tenu au secret de l'instruction. Simplement, c'est une affaire qui remonte à 10 ans en arrière. On sait qu'à une époque, des personnes ont été mises en examen et ça fait 10 ans que quasiment rien ne se passe dans cette procédure. C'est le constat que nous faisons, avocats de la défense au pluriel, parce que je ne suis pas le seul avocat de la défense dans ce dossier-là. Voilà, donc pour l'instant, il y a encore des mises en examen, mais ça fait quand même 10 ans que des personnes sont placées sous contrôle judiciaire. Et donc, on peut quand même en déduire que les éléments qui ont été à un moment considérés comme des éléments probants n'ont en tout cas pas été suffisants pour en l'état permettre au moins le renvoi de ces personnes devant la cour d'assises. Merci beaucoup, Maître Lévy-Soussan. Dans l'agenda de ce week-end, le coup d'envoi samedi à l'Alpe d'Huez du 5e festival Tomorrowland Winter. Jusqu'au 15 mars, la station de Loisan, jusqu'au 22, va vivre à l'heure électro et paillettes et voir défiler plus de 22 000 personnes. Passe un jour ou une semaine, tout est complet. Sinon, il vous reste toujours la manif du collectif Stop Tomorrowland samedi à 13h30 qui, depuis sa création, demande l'arrêt du festival qu'il qualifie de folie hors du temps et s'interroge cette année sur ses subventions autour de 2 millions d'euros. François Martinez n'est pas un magicien comme les autres et vous pourrez le découvrir samedi soir au Théâtre en Rond de Sassenage dans son dernier spectacle Mytho 2.0. Oubliez tout ce que vous croyez ou croyez savoir sur la magie et laissez-vous embarquer dans l'univers décapant et fascinant de cet artiste hors du commun qui mêle humour et prestidigitation. Jazzy Assatour et son complice, le pianiste Pierre-Luc Jamin, seront au concert samedi soir à la salle des fêtes de Méaudre dans le cadre du festival Pili Pili. Un rendez-vous sous le signe de l'interculturalité et du plaisir partagé, créé l'an dernier par les Verts Accueillants, des habitants du plateau qui hébergent des personnes exilées dans le respect de leur dignité. Aujourd'hui dans Si on parlait avec Lucille Dailly, on redécouvre Cuisine sans frontières, une association fondée sur la rencontre entre personnes réfugiées autour de leur tradition culinaire, devenue restaurant et même formation diplômante. Alex Anton, lui, va vous faire lâcher prise. Vous n'entendrez que sa voix, rien que sa voix. Le plus jeune hypnotiseur de France est grenoblois et il nous réserve des surprises en plateau. Et puis envoûté, vous le serez, avec l'étonnant Choubiao Quartet, né du mariage des cultures entre bassin grenoblois et Mongolie. Il nous dévoile ses techniques surprenantes et ses harmonies profondes. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo du week-end à suivre. Couvrez-vous, il va même neiger en montagne et peut-être eux-mêmes à Lens-en-Vercors où se produira samedi soir au Cairn le groupe Les Fils du Facteur. Un spectacle qui sera aussi chansigné avec le collectif d'interprètes en langue des signes Les 10 Doigts en cavale. Belle soirée et excellent week-end à toutes et à tous.